Merci d'être venus si nombreux pour cette conférence. Je vais me présenter, je suis Michèle Antoine, je suis la directrice du Musée des Arts et Métiers et le MUAM, et nous sommes donc particulièrement présents dans cette conférence qui fait partie d'un cycle que l'on appelle les Jeudis du CNAM. Donc, tous les jeudis ou presque, tous les jeudis ou presque, dans cet amphithéâtre se déroulent diverses conférences qui nous permettent d'assumer notre mission, des missions du CNAM, qui est celle de la diffusion de la culture scientifique et technique. Alors aujourd'hui, nous avons saisi une occasion vraiment exceptionnelle, qui est la présentation du cheval Zeus, là-bas, sur le parvis du musée. Alors c'est évidemment une aventure extraordinaire pour le musée, qui a été permise par le soutien incroyable de Sanofi. Alors, je pense qu'on expliquera pourquoi le soutien de Sanofi, mais le soutien de Sanofi qui nous a donc permis d'avoir ce cheval après le Mont-Saint-Michel, après Lyon, après Versailles et d'autres endroits. Et nous le présentons pour 1 an, avec une mise en mouvement et avec des médiations qui sont faites les week-ends. Donc, une occasion exceptionnelle de présenter, bien sûr, ce chef-d'œuvre des Jeux Olympiques, mais aussi un automate. Est-ce que je peux l'appeler automate? Je peux l'appeler automate. Un automate dans la foulée de l'incroyable collection d'automates que nous avons au musée. Et c'est pourquoi le projet de cette conférence est né, de mettre en dialogue les aspects liés à notre collection et les aspects liés à la création de ce tout nouvel automate, le cheval. Alors, 3 personnes hautement qualifiées vont vous parler ce soir. Oui, il n'y en a que 2 pour le moment. Je suis d'accord avec vous. Donc nous avons Karine Alexandrian, qui est responsable de la collection mécanique et qui connaît évidemment les automates du musée mieux que personne. Théo Bechtold, je ne me suis pas trompée, qui est ingénieur de conception chez Blam et qui donc connaît très bien l'animal. Et puis, nous attendons Aurélien Meyer, qui est le fondateur de la société Blam et qui est coincé dans la circulation parisienne et qui donc va nous rejoindre. Donc, ils vont parler pas trop vite pour laisser à Aurélien le temps de nous rejoindre. Donc, je n'en dirai pas plus. Pour les jeudis du CNAM, je vous invite à prendre le programme qui est ici. Vous y trouverez énormément d'autres propositions pour la suite. Donc, bonne soirée et place aux sachants. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de partager avec vous cette soirée autour de l'arrivée du cheval sur le parvis du musée. Avant de commencer cette présentation où je vais tisser les liens, les nombreux liens qui existent entre le cheval et les collections du musée, je tiens déjà à remercier les équipes du CNAM qui ont rendu possible cette soirée. Alors, vous l'avez peut-être aperçu sur le parvis, il est en majesté, il trône en majesté sur le parvis du musée. Zeus arrive au Panthéon des Machines pour un temps, à un séjour d'une année complète, puisqu'il se trônera dans ce Panthéon jusqu'au 1er janvier 2027. Et cette image du Panthéon est là pour souligner aussi l'évidence de sa présence sur le parvis du Musée des Arts et Métiers, tant les liens, tant les connexions, les convergences entre l'histoire, la conception de ce cheval et les collections du musée sont nombreuses. Alors, c'est une icône nationale avant tout, depuis sa galopade sur la scène en juillet 2024 lors de la cérémonie des JO, la cérémonie des Jeux Olympiques, pardon. Comme Michèle Antoine vous l'a dit, il va donc être sur le parvis et mis en mouvement pendant une année complète. Il y a aussi, et c'est notable, et d'ailleurs c'est sur la diapo, c'est l'affiche de l'exposition qui a lieu en ce moment dans l'abside
du musée, et celle-ci se finira le 30 mars, donc plutôt que... Voilà. Et dans cette exposition, il y a quand même deux choses assez exceptionnelles, mais Théo et Aurélien en parleront beaucoup mieux que moi. C'est la présence des deux prototypes qui ont permis la réalisation de Zeus. Alors, Zeus est une créature mécanique. Sa conception est à la croisée des mondes de l'ingénierie, de l'artisanat, du design et de l'art. Il est né d'un désir très fort de créer, de se dépasser. Il est né aussi d'une hybridation de multiples savoir-faire, et en cela, il est le digne héritier d'une tradition qui est portée par le Conservatoire des Arts et Métiers. Conservatoire des Arts et Métiers, je vais devoir faire une présentation, je vais brosser très rapidement l'histoire du Conservatoire des Arts et Métiers, sa genèse et les premières années, pour que vous compreniez l'importance de la place de la mécanique lors de la fondation de cette institution. Alors, le Conservatoire des Arts et Métiers voit le jour en plein chaos révolutionnaire, plus précisément le 10 octobre 1794. Il est né dans l'urgence absolue. Malgré le marasme politique de l'époque, vous avez des esprits éclairés qui se disent qu'il faut absolument réagir pour rénover notre industrie nationale. Urgence de perfectionner cette industrie, urgence surtout de réagir par rapport à des pays voisins qui, eux, ont une certaine avancée technique. Je pense notamment à l'Angleterre. Mais comment réagir? Comment former un bataillon d'ingénieurs, d'ouvriers, d'artisans pour justement rénover cette industrie nationale et entrer dans notre révolution industrielle? Eh bien, dès l'origine du conservatoire, on imagine en fait de transmettre les savoirs grâce à la démonstration. Ici, on met en marche des machines-outils et on imagine, et puis des principes mécaniques, et à travers la démonstration, on imagine justement cette transmission des savoirs, des procédés, en imaginant évidemment une amélioration. Le mot conservatoire est un mot assez mal interprété. Il n'est pas du tout là dans le sens de conserver des objets. Non, conservatoire des arts et métiers est à comprendre dans le sens de même sens que conservatoire de musique ou de danse. C'est un endroit où, à travers les enseignements, à travers l'observation, à travers la démonstration, on va transmettre, améliorer telle ou telle pratique. Assez rapidement, on va se rendre compte que la démonstration, l'observation est insuffisante. Donc, dès 1819, on va mettre en place des cours théoriques pour compléter l'observation. Et donc, les trois premières chaires qui sont mises en place dès 1819, la première est consacrée à la mécanique, la seconde à la chimie et la troisième à l'économie industrielle. Donc, vous voyez ici sur le diaporama deux vues de l'amphithéâtre dans lequel vous vous trouvez, donc à partir de 1840. Donc, on va y donner des cours magistraux, des cours. Alors, à qui s'adressent ces cours? Il enseigne à tous. Je n'ai pas complété la fameuse devise du CNAM, c'est « il enseigne à tous et pour tous ». Et ça, c'est très important dans la genèse du conservatoire. C'est on enseigne aux ingénieurs, aux ouvriers, aux artisans, tout le monde doit être instruit. Et d'ailleurs, c'est une formule très 19e siècle, c'est pour l'instruction des masses laborieuses. Donc ces cours sont gratuits et donc on va former un maximum de personnes. Ces cours sont extrêmement populaire, mais moins populaire que ce qui se passe dans la salle juste à côté, donc, puisqu'on jouxte l'église de Saint-Martin-des-Champs. Dès le milieu du 19e siècle, on va mettre en place une espèce de chose absolument incroyable, à savoir un espèce de laboratoire de la mécanique, une salle d'expérimentation, alors vous voyez sur l'image, il y a des courroies qui vont dans tous les sens, des poulies, une machine à vapeur sans doute quelque part, en tout cas qu'on ne voit pas sur les gravures, et qui permettait d'amener le mouvement à tout ce petit monde-là.
C'est vraiment la salle des machines en mouvement. Qu'est-ce qu'on cherche à faire dans cette salle? Ce n'est pas seulement l'aspect spectaculaire. Une des missions que le conservatoire se donne aussi dès sa création, c'est une mission d'expertise auprès des industriels. Et donc dans cette salle des machines, on va expertiser des principes mécaniques, mais également de la résistance des matériaux. Donc les industriels pouvaient venir là et tester tous les principes possibles et imaginables pour faire évoluer tel ou tel principe. Alors une folle ambiance, hein, vous imaginez bien, dans cette église, avec la machine à vapeur qui devait cracher ses jets de vapeur sur les murs. On se servait de la hauteur sous voûte pour, ma foi, faire monter de l'eau, chuter de l'eau, enfin des principes hydrauliques, c'est des principes hydrauliques qui, sans doute, mettaient en mouvement des machines. Alors, le mot art, dans arts et métiers, est lui aussi un mot assez compliqué à interpréter. Il faut imaginer que nous sommes au XVIIIe siècle et que ce terme s'applique également aux ingénieurs, aux artisans, aux ouvriers. On crée des chefs-d'œuvre. Une machine n'a pas seulement une valeur utilitaire, elle porte aussi une attention esthétique. Arts et métiers, ça évoque le savoir-faire où le corps et la main sont autant sollicités que l'esprit. J'ai mis sur cette diapositive une machine-outil, donc c'est une machine à tailler les limes qui date du XVIIIe siècle, qui n'est pas signée. On peut imaginer qu'elle est reléguée dans un coin d'un atelier de serrurier. Elle n'a pas été faite pour être exposée dans un musée, elle n'a pas été conçue pour être mise dans un salon bourgeois. Et vous voyez le côté esthétique extraordinaire, les volutes. En plus, il y a une espèce d'équilibre entre des volutes purement décoratives et des volutes fonctionnelles. Et à mon sens, cette machine-outil illustre parfaitement l'état d'esprit du Conservatoire des arts et métiers. Alors, au XIXe siècle, il va falloir inventer, imaginer des milliers et des milliers de machines-outils, des milliers de machines à faire les machines, des machines qui vont usiner des milliers de pièces standardisées, interchangeables, mais il faut les fabriquer, ces machines, il faut les concevoir, et pour ça, il faut utiliser des pièces mécaniques parfaites. Mais comment les trouver, ces pièces mécaniques? Alors, on va mettre en place, donc évidemment la mécanique se théorise au XIXe siècle, mais on va mettre en place une sorte de langage universel, commun. Si vous voulez, on va essayer d'ordonner cette mécanique en la composant comme une espèce de grammaire. On pourrait presque dire qu'on va mettre en place une taxonomie des mouvements et de leurs causes. On va vraiment classifier tous les agencements possibles et imaginables de briques élémentaires de la mécanique pour transformer le mouvement n'importe dans tous les sens, à savoir transformer un mouvement linéaire en un mouvement alternatif, un mouvement rotatif continu en un mouvement intermittent ou alternatif, changeant de direction, accélération, décélération. Tous les possibles sont imaginés dans cette sorte d'encyclopédie au service toujours des industriels pour qu'ils puissent solutionner toutes les problématiques auxquelles ils sont évidemment confrontés. À l'écran, vous voyez des engrenages de Théodore Olivier, pour celui qui est en bois, un de ces nombreux engrenages, et des engrenages de, j'ai dit Jacob Olivier, Théodore Olivier, et des engrenages de Jacob Schroeder. Ces engrenages illustrent deux autres domaines, enfin illustrent l'enseignement et la recherche, puisqu'ils enseignaient au CNAM, enfin Théodore Olivier enseignait au CNAM, le domaine de la géométrie descriptive et le domaine de la cinématique. On imagine aussi tous les mouvements possibles. Alors la mécanique, c'est la science du mouvement. Bon, là, c'est un peu figé. Alors après, j'ai un petit mouvement, mais ça va être rapide. Donc voilà, ça illustre évidemment les recherches en mécanique. Alors, hop. Ça ne part pas. C'est court. C'est assez court. J'avais pas mieux. Alors, une fois qu'on a tout ce petit attirail de pièces mécaniques et qu'on peut commencer à construire sa petite machine ou son petit cheval qui galope, encore faut-il le connaître, le mouvement du cheval lorsqu'il galope. Et ça n'a pas toujours été une évidence. En fait, au XIXe siècle, il y a un vrai sujet, oui,
vraiment, il y a un sujet, comment le cheval galope, et surtout dans la phase d'extension où se situent ses jambes. Vous voyez ce tableau du Louvre de Géricault. En fait, Géricault se trompe. Je fais ma maline. À cette époque-là, on ne le sait pas. Jamais dans la phase d'extension, le cheval a les quatre fers en l'air. Alors, donc je vous l'ai dit, c'est une vraie polémique, c'est un vrai sujet. Au XIXe siècle, quelqu'un va régler ce problème. Il s'agit de Muybridge, qui est photographe. Et donc, pour mettre un terme à ce débat, en fait, il imagine un petit dispositif qui va permettre en fait de décomposer le mouvement. Le cheval galope sur une piste. Sur la piste équestre, vous avez des fils tendus qui sont reliés à des chambres photographiques. Et à chaque fois que le poitrail du cheval casse un fil, paf, ça déclenchait une prise photographique. Et ainsi, 25 chambres photographiques ont permis de bien décomposer le galop du cheval. Là, donc, enfin, ça y est, c'est fini, on a fini avec ce débat, on sait comment ça se passe dans la phase de regroupement et la phase d'extension. Pour le cheval, nous sommes sauvés. Les travaux de Muybridge ont permis de confirmer une théorie qu'un certain Étienne Jules Marais avait déjà à l'esprit, bien avant que Muybridge fasse ses petits tests. Étienne Jules Marais, lui, il est physiologiste, et ce qui l'intéresse, c'est l'étude très fine du mouvement des animaux, une aile d'oiseau, comment ça se passe quand ils volent. Et donc, pour ses études, il va fabriquer ce fusil chronophotographique. La forme du fusil, en fait, c'est pour véritablement viser l'animal. Alors, il y avait d'autres animaux, hein, ça pouvait être aussi des chèvres, des chevaux, des hommes. Bon, donc il visait, et en fait, la gâchette servait à déclencher une série de prises photographiques très rapides, puisqu'on pouvait prendre 12 images à la seconde. Donc lui aussi cherche à décomposer le mouvement pour ses études en physiologie. Ça va donner ce genre d'images que vous voyez ici. Donc lui aussi s'intéresse aux chevaux. Il y a aussi le dessin, donc modèle spatial de l'oscillation du membre antérieur du pas d'un cheval. Et c'est vraiment un sujet important, le cheval, a priori, au XIXe siècle. Et évidemment, c'est facile avec les travaux de Jules Marais ou d'autres. Une fois qu'on a décomposé le mouvement, on peut imaginer qu'il peut être assez simple de le recomposer. Alors, assez simple, attention, évidemment, avec les reculs, toutes les choses peuvent nous sembler quand même toujours très, très simples. Bon, encore faut-il avoir le petit dispositif pour la mise en mouvement de ces bandes ou de ces cercles. Là, on a des jouets optiques, ça reste relativement simple, donc zootrope, praxinoscope. Nous sommes vraiment dans les prémices du cinéma. Les frères Lumière, c'est exactement ce qui va se passer, recomposer le mouvement, sauf que là, ça va devenir mécanique. Mais c'est un autre sujet, la caméra des frères Lumière. Alors, je reviens un petit peu à la mécanique, parce que ça ne fait pas de mal. Peut-être que vous avez, pour certains, observé les jambes de Zeus. Il y a pas mal de chaînes, genre chaîne à vélo, mais améliorée. Voilà, chaîne à vélo. Donc plein de chaînes à vélo dans les membres, les articulations de Zeus. Un homme au XVIIIe siècle, là je remonte un petit peu le temps, s'est pas mal intéressé à l'histoire des chaînes. Alors il s'agit de Vaucanson, qui est un personnage extrêmement important dans l'histoire du conservatoire, évidemment. Cet homme, toute sa vie, a été habité, je pense, par la reproduction du geste humain, la mécanisation du geste humain. C'était une véritable préoccupation. On connaît de Vaucanson son métier à tisser, donc là nous sommes quand même en 1746. Nous sommes bien avant la révolution industrielle et la mécanisation évidemment du geste humain. Donc c'est un précurseur, on peut dire ça. Il va analyser tous les gestes du tisserand et va les mécaniser. Ce métier à tisser peut pratiquement se passer de toute intervention humaine, pratiquement, évidemment. Évidemment, ça n'a pas été tout à fait du goût des tisserands à cette époque-là, mais passons, ce n'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui. Par rapport à son métier à tisser, il aimerait bien que la navette circule quand même avec beaucoup plus de fluidité, de rapidité d'un côté à l'autre, et donc pour ça, il va inventer une chaîne. La chaîne Vaucanson, donc il invente la chaîne, mais comme c'est un être insatiable, il va évidemment inventer la machine-outil qui va lui permettre de réaliser cette chaîne, donc que vous voyez à l'écran. Alors,
Évoquer Vaucanson, c'est tout de même une transition extrêmement facile pour moi pour aborder un autre axe qui relie fortement Zeus aux collections du musée, à savoir les automates. Alors Vaucanson, avant de réaliser son métier à tisser, a fabriqué trois automates. Alors j'ai mis des silhouettes pour que vous voyez de loin, parce que sur la gravure, on ne les voit pas trop bien, ces automates. Trois automates, un joueur de tambourin, un canard et un joueur de flûte. Alors malheureusement, on a perdu la trace de ces automates. Et c'est là où on sent vraiment qu'il est passionné par la reproduction du geste humain. Vaucanson a une double formation, une formation de mécanicien, une formation de médecin. Et donc, ce qu'il va appeler ces anatomies vivantes, c'est assez important, c'est qu'il va véritablement vouloir insuffler la vie au cœur de ces automates. Ces automates réalisent des gestes mécaniques, on a compris, joue de la flûte, du tambour, il picore, je reviendrai là-dessus. Mais il va en plus, ces automates sont capables d'inspirer, d'expirer, d'ingérer, de digérer, puisque le canard, je ne l'ai pas dit, est un canard digérateur. Bonsoir Aurélien, on est content. Voilà, donc les automates de Vaucanson. Alors nous, au Musée des Arts et Métiers, nous abritons plus de 150 automates humanoïdes. Là, pour l'une d'entre elles, pour l'un d'entre eux, d'automates, il s'agit véritablement de la mécanique d'art. L'automate le plus emblématique de la collection du musée est une musicienne, donc une créature artificielle musicienne. C'est un automate d'excellence qui a été réalisé en 1784, en tout cas finalisé en 1784. C'est l'œuvre de Kinzing et Rodgen, horloger et ébéniste qui travaillent déjà à la cour de Versailles. Marie-Antoinette l'achète en 1784 et dans la foulée va le proposer à l'Académie royale des sciences, parce que quand même Marie-Antoinette avait compris que c'était pas rien cet automate et qu'il avait sans doute une valeur assez importante, en tout cas pour être analysé par l'Académie royale des sciences. Cet automate a ceci d'extraordinaire, c'est qu'elle peut jouer véritablement les 8 airs de musique. C'est-à-dire que grâce à son mécanisme, ses bras se déplacent et donc elle tape sur les 23 paires de cordes du tympanon. Je le précise car on connaît beaucoup d'automates musiciens, mais ils simulent le geste. C'est une boîte à musique qui est cachée dans le socle. Alors c'est un automate d'excellence, surtout son mécanisme. Elle est le fruit, la réunion du travail de dizaines de savoir-faire et de plusieurs années pour sa conception. J'ai fait un petit zoom sur le mécanisme parce que c'est véritablement ça qui m'intéresse. C'est vraiment l'âme, le cœur de l'automate. Pensez quand même qu'au XVIIIe siècle, les pièces sont usinées en grande partie manuellement. Il n'y a pas les techniques de calcul actuelles. Le centre du dispositif, ce qui porte la programmation du mouvement, car ces automates suivent une programmation. Souvent on croit que les robots suivent une programmation et pas les automates. Maintenant, sinon ils feraient n'importe quoi. Ils ont vraiment une programmation qui est portée par ces pièces mécaniques qu'on appelle des cames. Alors la came est à mon sens assez peu méconnue, pas assez connue en fait, parce que c'est quand même une pièce extrêmement importante. La came, en fait, vous voyez, porte, en fonction de ses creux, de ses bosses, elle porte sur son profil la programmation d'un mouvement. Vous voyez sur la photo de droite un galet qui va suivre les crêtes de la came, et le fait qu'il monte et qu'il descende, eh bien, ça va permettre d'actionner tout un autre système mécanique et donc d'arriver au mouvement de... Donc les cames, 16 profils de came pour le mouvement latéral des bras et 16 rangées de cylindres de picots pour la retombée des marteaux sur les... Alors, le cylindre à picot, c'est comme dans vos boîtes à musique, hein, c'est pareil. Ça porte aussi une programmation de mouvement, mais vous pourrez observer vos boîtes à musique ce soir. Nous avons aussi tout un petit peuple mécanique datant du 19e siècle, alors de fabrication beaucoup plus modeste que la joueuse de tympanon que je viens de vous présenter. Là, au 19e siècle, l'automate se démocratise, il est un peu moins cher, on commence à le fabriquer en petite série. Il n'en reste pas moins que ces automates, même s'ils sont beaucoup plus simples que la joueuse de tympanon, restent un témoignage
assez émouvant de l'ingéniosité et du talent des mécaniciens qui vont fabriquer ces automates. Là, ce sont 3 automates réalisés par un certain Gaston Decamps. Gaston Decamps est automatier, alors c'est une famille d'automates sur 4 générations. Hein. Il est automatier à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Vaucanson appelait ces automates les anatomies vivantes, lui il les appelle ses sculptures vivantes. Il veut, avec les moyens du bord, être au plus proche, je vais mettre les autres en mouvement, oui, être au plus proche de la réalité. Alors il faut imaginer, alors surtout si vous observez Hercule, là qui se trouve à droite, c'est un automate qui date de 1900, ça a été un des tout premiers automates à être pourvu d'un moteur électrique, ce qui va remplacer quand même avantageusement les ressorts spiraux qu'il fallait remonter quand même assez souvent. Je trouve que c'est un automate assez émouvant. Il est arrivé comme ça dans les collections du musée sans habit. Et il est exposé ainsi, nous y tenions, car on peut voir la tringlerie, ce qu'on appelle la tringlerie, les ficelles, les cordes. C'est une simplicité assez incroyable, ces petits mécanismes. On retrouve les fameuses cames, évidemment. Mais ils sont assez émouvants, ces automates, et vous voyez donc la recherche du mouvement. Alors après, alors la folle là, à côté qui est très aspergée du produit, c'est un automate de publicité, un automate publicitaire pour Vitoxy qui a priori tuait beaucoup de choses. Et l'autre aussi, l'escamateur, c'était dans la vitrine d'un magasin de parfumerie, puisqu'il escamote des bouteilles de parfum. Une presque dernière chose, quand on évoque Zeus, il est question d'aluminium martelé, de fonte d'aluminium, d'anodisation. L'histoire des matériaux est aussi extrêmement importante par rapport à l'histoire du Conservatoire des arts et métiers, toujours pour répondre à ce besoin des industries, à ces fabrications de machines-outils. Il faut vraiment trouver tous les matériaux possibles et imaginables qui soient solides, qui soient façonnables, qui soient étirables, qui soient malléables, qui soient souples, qui soient légers. Donc vraiment pour répondre à cette demande des industriels. L'aluminium arrive assez tard dans l'histoire des métaux, contrairement au bronze, au cuivre qu'on connaît depuis fort longtemps. L'aluminium, en fait, on commence à le maîtriser au 19e siècle seulement, parce que bon, c'est extrait d'un minerai qu'on appelle la bauxite, on extrait l'alumine, je ne vais pas trop vous embêter avec ça, et par oxydoréduction, on obtient l'aluminium. C'est un procédé quand même assez compliqué. Au 19e siècle, on ne maîtrise pas tous les procédés que j'ai dit avec une facilité. Voilà. Donc l'aluminium, au milieu du 19e siècle, est très cher. Il est très rare, donc il est très cher. Et donc l'aluminium fait ses premiers pas dans des produits de luxe, comme vous voyez à l'écran, tout comme l'or, tout comme l'argent. En plus, l'aluminium est beaucoup plus pratique, il se cisèle très facilement, et il a ceci de sympathique par rapport à l'argent, c'est qu'il ne noircit pas, il ne s'oxyde pas. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. Donc voilà les premiers pas de l'aluminium avant qu'il finisse sur la peau de Zeus, entre autres. Alors, je vais vous montrer une dernière chose. Je vous prépare. Je suis très fière de vous présenter. Nous aussi, on a notre cheval de compétition au Musée des Arts et Métiers. Alors, il faut être un peu humble. Il galère un peu, le cheval. Mais voilà, c'était quand même un petit clin d'œil. Alors, normalement, il arrive. Voilà. Alors, il y en a qui osent, qui tentent, mais on a aussi notre cheval qui n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas, je vous le dis. Mais voilà, donc, il n'y a pas que Zeus voilà, comme cheval mécanique. Et oui, c'est encore Jéricho qui s'est planté derrière par rapport au galop du cheval. Il me reste à vous remercier et je laisse la parole à... Bonsoir à tous, on est très content d'être là, donc vas-y, présente-toi. Okay. Théo, donc Théo Bechtold, je suis ingénieur en conception mécanique et je travaille depuis maintenant 5 ans au sein d'Atelier Blam. Donc avant j'étais dans l'amphithéâtre il n'y a pas si longtemps à suivre mes cours et maintenant je suis là à vous présenter le travail qu'on a réalisé, donc je suis très content d'être là. Et moi, je suis Aurélien Meyer, je suis le fondateur et le dirigeant de l'atelier Blam. J'ai fondé cet atelier-là il y a 11 ans maintenant, avec cette envie de croiser un peu les mondes entre l'art, l'ingénierie, l'architecture, le design et évidemment le travail d'artisanat d'art.
On va faire un petit passage sur l'histoire de Blâme. Cette idée de vouloir créer évidemment l'atelier m'a pris un peu comme ça, parce que j'avais envie vraiment de faire la promotion de l'excellence, de faire la promotion, comme je le disais, aussi des savoir-faire, aussi de la pensée, de l'intelligence aussi de la main, mais l'intelligence aussi de l'esprit. Et moi, je viens en fait du monde de l'art. J'ai été aussi formé dans des beaux endroits. Je pense aussi à un endroit que vous connaissez peut-être, qui est à Nantes, qui s'appelle la Compagnie La Machine, pour laquelle j'ai travaillé aussi pendant quelques années à développer des objets vraiment spéciaux et des objets complexes. J'avais envie de ça, j'avais envie de créer des objets complexes, j'avais envie aussi de partager ça aussi avec des gens qui ne me ressemblaient pas forcément. J'avais envie de créer une histoire presque comme une école, où je le disais tout à l'heure, où les mondes se croisent, où les pensées se croisent, où les gens discutent pour essayer d'élaborer des objets à la fois complexes, à la fois pérennes, à la fois riches d'esthétique. J'avais envie de tout ça, donc l'histoire a commencé comme ça, et je suis très heureux que Théo soit là aussi pour qu'il puisse aussi vous raconter son point de vue sur cette histoire-là aussi. Ouais, donc carrément, on est scindé en 2 lieux, donc on a un bureau et on a la chance d'avoir l'atelier à côté. Donc en fait, on n'est pas un simple studio, on peut donner vie à des idées directement en interne. Ça nous laisse beaucoup de flexibilité, beaucoup de richesse, et ça nous laisse en fait l'opportunité de faire des erreurs, mais de comprendre comment ça marche, et du coup de donner vie à des choses qu'on ne pourrait pas faire. C'est des prestataires extérieurs qui n'accepteraient pas forcément nos demandes ou ce genre de projet. On est composé, on va dire, d'une quarantaine de personnes. Ouais, quarantaine de personnes. Donc on a des ingénieurs, des architectes, des designers, des personnes venant du monde des beaux-arts. On a la direction, l'administration. Et dans nos ateliers, on est composé de métalliers, chaudronniers, sculpteurs. On a principalement des personnes qui travaillent le métal. Et suivant les projets, on peut venir étoffer nos équipes, que ce soit avec des fontainiers, des sculpteurs dédiés à certaines matières, ou des sculpteurs 3D. Enfin, on étoffe l'équipe. Il y a des automaticiens aussi, il y a des électriciens. On a évidemment, on va chercher aussi pour Zeus dans les panels aussi de l'architecture navale. On va fouiller dans les mondes de l'électricité, évidemment, de la propulsion électrique pour les bateaux, etc. On va fouiller un peu partout. On va travailler avec Centrale, on va travailler avec les écoles polytechniques, on va travailler avec l'UTC, on va travailler avec l'ECAL en Suisse. On va vraiment aller chercher les compétences un peu partout, que ce soit dans les écoles ou chez les personnes. Avant de passer sur la description du cheval Zeus, on voulait revenir sur quelques projets marquants, histoire que vous situiez un peu l'entreprise, et pour voir comment en fait on arrive à des projets de ce type-là. Un des projets marquants a été les fontaines des Champs-Élysées. Fontaines des Champs-Élysées, il y a 6 fontaines sur les Champs-Élysées. C'était des fontaines qui étaient installées sur le rond-point Marcel Dassault depuis des années et qui ont été détruites en 1998 lors de la Coupe du Monde de football. Et la ville de Paris, via le Fonds pour Paris, est allé chercher des designers au nom de Renan et de Brand-Bouroulec pour faire une proposition artistique et venir en tout cas remplacer ces fontaines qui étaient donc cassées. Donc Renan Bouroulec et l'atelier Blâme, on a travaillé ensemble pour pouvoir produire donc 6 fontaines majestueuses de 13 mètres de haut, qui sont en cupro, aluminium et en cristal. Ce sont des fontaines un peu particulières parce qu'elles ont trois effets: de l'eau, de la lumière et du mouvement. Du mouvement dans l'espace public, c'est une vraie question. C'est assez rare pour être souligné. Il y a assez peu d'éléments comme ça en mouvement sur des objets pérennes, sur des objets artistiques. Donc c'est un des premiers grands projets de l'atelier Blâme, qui est issu d'une exposition que nous avions fait à Rennes au Champ Libre, qui s'appelait Rêveries urbaines, dans lequel on avait on était allé chercher à essayer de développer des œuvres poétiques pour l'espace public, dans l'idée de ramener du végétal, dans l'idée de ramener de l'animal, dans l'idée de sublimer aussi l'urbanisme par le végétal aussi. On s'est posé plein de questions et cette exposition a eu un très très grand succès, et il y a énormément d'architectes, d'urbanistes, de mairies qui sont venus faire leurs courses, en tout cas dans ces objets-là.
et qui nous ont passé commande après pour développer ces pièces à grande échelle. Ce qui est intéressant pour les fontaines des Champs-Élysées et pour le projet qu'on va voir après, c'était à la fois des objets évidemment esthétiques, c'était à la fois des objets qui doivent répondre évidemment à des problématiques de site, des problématiques architecturales aussi, mais ça reste des objets aussi d'ingénierie pure. On ne voit pas forcément l'ingénierie dans ces pièces-là, mais il faut comprendre que tout est composé à travers le spectre de l'ingénierie. On dimensionne chaque pièce, on va faire l'étude de chaque pièce. Les fontaines des Champs-Élysées sont dans un bronze technique qu'on appelle du cupro-aluminium. Le cupro-aluminium n'existe pas en tube, par exemple. Et là, on a des pièces qui sont en cupro-aluminium, des tubes de 13 mètres de haut. Donc il a fallu façonner, créer chaque pièce, les assembler les unes aux autres avec des assemblages très complexes, avec des gorges de déconcentration de contraintes. On a pensé des objets vraiment très complexes. On a fait évidemment des études en dimensionnement. On a amené vraiment une pleine rigueur sur ces pièces-là pour finalement qu'elles ne se voient pas, en fait, pour que la technique ne se voit pas. Donc c'est des pièces extrêmement techniques aussi en sous-sol, parce qu'on a toute une machinerie sous les fontaines. On a accompagné ces pièces-là donc par du mouvement, comme je le disais tout à l'heure, via des couronnes d'orientation qui sont très complexes, qui doivent reprendre des charges très fortes et qui doivent évidemment avoir une durée de vie exceptionnelle. Alors moi c'est un peu plus dur de parler de ces différents projets parce que comme je vous l'ai dit, j'étais pas encore dans l'entreprise, mais le Belvédère me tient vraiment à cœur. C'est un des projets qui encore maintenant me nourrit quand on rentre dans des phases de conception. La richesse dans les assemblages est très intéressante, et ce qui est intéressant, c'est qu'on parle encore de mobilier urbain et on a encore du mouvement. Alors du mouvement qui peut paraître un peu plus simple, on a des éoliennes et de la lumière. Mais on a une richesse dans les assemblages qui montre toute une technique et qui à la fois la masque. Et c'est toute la philosophie qu'on retrouve également dans les fontaines des Champs-Élysées. D'ailleurs, on utilise les mêmes matériaux. Et là, on a l'ajout aussi de soufflage de verre. Sur les fontaines des Champs-Élysées, on avait du verre Swarovski. Si je dis pas de bêtises. L'accent alsacien qui revient. Tu veux rajouter quelque chose ? Je suis alsacien aussi. Mais non, ce sont des objets qui masquent évidemment la complexité, mais à chaque fois, c'est aussi allier des matériaux, allier le bronze avec l'aluminium, c'est allier l'aluminium avec l'inox, c'est de faire en sorte que tout ça fonctionne. On a des histoires de couple électrolytique, on a des histoires évidemment de corrosion galvanique. Donc on doit penser à tout ça aussi. En fait, quand je parle de pérennité dans les œuvres que nous réalisons, on la met au centre de tout. L'idée, c'est de faire des objets, des beaux objets, mais qui ont une durée de vie grande. Moi, je veux pas, et l'équipe ne veut pas faire des pièces qui sont détruites dans la minute ou dans les mois ou dans l'année à venir. On s'inscrit dans le temps long tout le temps. Et pour s'inscrire dans ce temps long, il nous faut nécessairement la compétence des ingénieurs, il nous faut la compétence évidemment des personnes de l'atelier pour justement amener de la finesse, amener de la précision dans tout ça. Ce qu'Aurélien disait sur la pérennité est aussi vrai, mais on y reviendra sur le cheval, qui à la base était un objet, on va dire, de scénographie, et qui aujourd'hui nous permet d'être exposé dans un musée. C'est les différents choix qui ont été faits quant à la pérennité de cet objet-là. Petit projet, mais beau projet, un projet qu'on a fait pour la Bourse de commerce, la collection Pinault, rue du Louvre, avec des éléments qui sont en bronze. Les rochers noirs sont en bronze et la grande ligne là, est en cupro-aluminium aussi. C'est des pièces qui sont à la fois, encore une fois, techniques et en même temps qui ont une vraie utilité parce qu'elles doivent servir entre guillemets de rempart pour éviter qu'il y ait des intrusions, en tout cas dans le musée. Donc on a créé vraiment une pièce qui fait plus de 10 mètres de long, qui doit arrêter un camion de plusieurs tonnes propulsé à 80 km/h. Donc on a évidemment un travail en étude qui est important. On doit faire des études d'impact, on doit évidemment lier cet objet esthétique à ce qu'il se passe évidemment sous-sol. On a énormément de fondations, énormément de ferraille, etc. pour pouvoir tenir cet engagement. Pareil pour ces objets-là, vraiment, c'est ça que moi j'aime beaucoup, c'est d'avoir des projets et des pièces qui sont au service d'une utilité. Je trouve ça super intéressant.
on va peut-être passer assez vite aussi. Ce projet-là, peut-être un peu moins vite, parce qu'il est quand même à l'origine de Zeus. On est en décembre 2022, nous recevons un appel d'EDF. EDF cherche une entreprise ou plusieurs entreprises capables de pouvoir imaginer une flamme qui utilise de l'eau et de l'électricité. Ils ont développé pendant quelques années une torche qui pensait être fonctionnelle, en tout cas pour les JO de Londres. Et donc ils étudient le principe d'une flamme dite décarbonée, 100% électrique, sans vraiment arriver à trouver la solution, sans arriver à trouver la simplification. Et en fait, en décembre 2022, ils nous sollicitent. Ils sollicitent aussi également 2 autres entreprises, une en Allemagne et je crois une autre en Italie. Sur ces 3 entreprises, nous sommes sélectionnés et on apprend aussi d'ailleurs que les 2 autres entreprises se sont retirées du projet parce qu'ils pensent que le projet est trop complexe pour eux dans des temps si courts. Donc en fait, on est certes élus et certes finalistes et on gagne ce projet, ce concours-là, mais on apprend très vite que les 2 autres entreprises ont disparu et ne voulaient pas s'engager sur un projet si complexe. Donc on se retrouve avec une petite équipe à essayer de concevoir une flamme avec de l'eau, avec de la brumisation, avec de la lumière. Et pendant 6 mois, on va travailler cette flamme. On va créer ce qu'on appelle des barges, des éléments prototypes pour pouvoir tester les effets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une flamme normale dans des JO normaux utilise des volumes de gaz qui sont extrêmement conséquents et qui coûtent à peu près par JO 9 millions d'euros. Donc entre les JO et les paras. Donc la problématique, elle est assez grande. Il y a une problématique qui est très intéressante, c'est de créer un effet qui singe l'effet d'une flamme au gaz. Et en même temps, il y a cette problématique d'aller chercher à créer des économies de la part du comité d'organisation des JO et du CIO. Et l'enjeu est très grand, en fait. Et Thomas Bach, qui était à la présidence du CIO, lui est extrêmement dubitatif. Il se dit mais écoutez, ça ne va jamais marcher, je préfère aller sur une flamme gaz. Et on entend ça, on nous martèle ça pendant des semaines, pendant des mois, on n'entend que ça. Et en fait, jusqu'au jour où on présente évidemment un prototype qui est extrêmement efficace et qui emporte tous les suffrages. On a évidemment Tony Estanguet, on a une délégation du CIO qui est ici, on a tous les services évidemment d'EDF qui nous ont suivis en tout cas sur les développements de ces prototypes qui sont ici, et le succès est énorme. On a une flamme qui fonctionne en plein jour. Et ça, à partir de ce moment-là, on sait qu'on a réussi notre mission. Et on sait qu'on ira facilement dans la nuit, on sait qu'on aura facilement aussi une flamme qui pourra vraiment exister dans le ciel parisien. Ce qui est très intéressant avec cet objet-là, c'est que l'ajout d'une flamme décarbonée, donc une flamme à base de brumisation d'eau et de projection lumineuse, il a un intérêt double parce qu'il permet aussi de faire décoller la flamme. Si ça avait été une flamme à base de gaz, on n'aurait pas eu la possibilité de mettre un vrai feu sous un ballon d'hélium. Et donc il a une double complexité, c'est qu'il nous permet en fait de décoller à 60 mètres, mais nous on doit toujours faire passer tous nos besoins en eau, en électricité à 60 mètres. Toute la structure elle est en aluminium et on a dû respecter un poids qui était très limité. Chaque kilo en trop, grosso modo, elle nous limitait le décollage. C'est-à-dire que si on faisait 100 kilos de plus, avec 10 km/h de vent, on aurait dû la laisser au sol. C'est pour ça qu'il y a des jours elle décollait et d'autres non. C'est très intéressant parce que dans l'histoire, je ne sais pas s'il y avait des flammes qui se voyaient d'aussi loin. Et donc, il y avait aussi un engouement double, c'est que tous les soirs, il y avait un événement qui se passait autour de cette flamme et réactivait en fait l'intérêt autour de cet objet-là. Et ce qui est marrant, c'est qu'évidemment, fort de ce succès du prototype qu'on présente au CIO et qu'on présente à Tony Estanguet et qu'on sort, en fait, on crée tellement d'engouement, on crée un moment tellement exceptionnel qu'à un moment donné, il y a Thierry Reboul, qui est le directeur exécutif des JO, qui vient nous voir et qui nous dit « Les gars, j'ai envie d'un truc. » Thomas Joly a envie de faire un truc.
il a envie de faire galoper un vrai cheval sur la Seine. Il pense reconstituer un ponton de 6,2 km de long sur la Seine. Il pense aller chercher un cheval de la garde républicaine, trouver une cavalière, et hop, il veut créer une histoire autour de ce cheval et de ce galop. Et l'histoire commence comme ça. Et l'histoire avec Blâme commence comme ça. Et nous, on est suffisamment dingue et suffisamment ambitieux pour dire OK, on va trouver une solution. Et après, je laisserai Théo en parler. Cette image-là que vous voyez sur le grand écran, c'est un peu l'image et la projection qu'on a eue à Couéron dans nos ateliers où on a fait les premiers tests sous grue. Donc on l'a montée. Donc bien sûr, il n'y avait pas encore le ballon et elle n'avait pas, on va dire, le même aspect esthétique. Il faut savoir qu'il y a les pompiers qui sont arrivés dans nos ateliers parce qu'il y a des voisins en fait qui ont appelé les pompiers et qui ne savaient pas ce que c'était. Et nous, on était avec nos clients en train de montrer le projet. Donc avec le recul, on a compris que c'est une très bonne pub, mais sur le moment, dans un gage de confidentialité, ça pouvait nous mettre un petit coup de stress. Mais ce soir-là, du coup, ça a donné suite en fait à l'autre projet que maintenant vous connaissez, c'est le cheval de la cérémonie des... Et quand on dit qu'ils sont arrivés, quand on dit que les pompiers sont arrivés vraiment en cagoulé, ils sont arrivés gyrophares allumés, et ils sont arrivés à fond pour éteindre une vraie flamme. Et en fait, ils étaient à quelques mètres de la flamme et ils pensaient qu'elle était vraiment réelle. Et on leur disait non, elle n'est pas réelle, on les a accompagnés. On leur a demandé vraiment de toucher la flamme pour leur montrer qu'elle n'était pas réelle. C'est assez drôle, quoi. Pour continuer, du coup, le Zeus, donc le cheval mécanique de la cérémonie des Jeux de Paris 2024. Donc le projet, il a commencé un an avant les Jeux. Nous, on a eu un cahier des charges donc, qui était assez simple, on va dire, dans les mots et complexe dans le fond. C'est comment est-ce qu'on fait galoper un cheval sur la Seine entre le pont de Austerlitz et le pont de Liénard. On avait un timing à respecter, un trajet. Et c'est tout. Après, donc, il avait même été évoqué de faire donc, un ponton, mettre un vrai cheval de la garde républicaine. On a assez vite écarté ce sujet-là et donc on s'est lancé dans une phase de conception. L'enjeu, il était double, aller à 25 km/h avec une masse donc, pour une partie bateau, créer un bateau furtif. Le résultat que vous voyez ici a demandé pas mal d'études. On a réussi à avoir un franc-bord de 10 cm. Et l'enjeu double, c'est reproduire donc, un automate, un cheval qui reproduit le mouvement réel d'un cheval sur l'eau. Et ce qui est intéressant, c'est ce que disait Théo tout à l'heure, c'est que Thierry Reboul, Thomas Joly, en fait, on n'ambitionne pas grand-chose pour cet objet-là. En fait, ils pensent ça comme un objet événementiel. Si l'objet disparaît 10 minutes après la cérémonie, c'est pas très grave. Et en fait, la force de l'atelier, et la force de l'équipe qui compose cet atelier-là, c'est d'avoir dit et d'avoir soutenu Mordicus. Nous, on va faire un objet pérenne, on va faire un objet mécanique, on va faire un objet qui va parler de la grandeur et de l'excellence française. Et en fait, on est allé aussi convaincre les gens, on est allé convaincre le comité d'organisation des JO, on est allé chercher des sponsors, on est allé chercher des gens qui croyaient au projet. Et en fait, on a fait un travail qui est vraiment multiple. On ne s'est pas cantonné à faire un travail d'ingénierie, on ne s'est pas cantonné à faire un travail artistique, on a fait un travail vraiment... qui vraiment a été dans des grandes formes de l'entrepreneuriat, de l'ingénierie, de l'artistique. On a mélangé vraiment tous les genres et on a été à fond du début jusqu'à la fin. Tu appuies sur ton bouton. Une des premières parties de notre étude, ça a été en fait de comprendre le mouvement équin et trouver une référence commune. Comme on l'a vu, et notamment avec les travaux de Géricault, c'est qu'on a une image du galop qui peut être faussée de la réalité. Et les tableaux de Géricault le montrent, c'est qu'on a une image en fait d'un cheval qui à un moment soulève les quatre fers et c'est une image qui n'existe pas. Et du coup, on s'est porté sur les travaux de Muybridge pour essayer de décomposer ce mouvement-là. Et on l'a un peu pris comme une fiche de bord, dans le sens où, OK, on a des extensions à avoir avec chaque membre. On essaye d'isoler les extensions maximum, minimum. Quand je dis maximum, c'est extension avant, arrière, par exemple. Et d'essayer de voir comment est-ce qu'on allait les relier. À partir de photos, comment est-ce qu'on crée un film, grosso modo.
Muybridge, hein, la chronophotographie, le pendant de Jules-Étienne Marais, qui lui travaillait sur les oiseaux. Donc on est vraiment allé chercher dans cette littérature-là, dans cette iconographie-là. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, je l'ai appris d'une manière un peu hasardeuse, mais Muybridge, lui, a travaillé sur la performance du cheval. En fait, il a utilisé la chronophotographie pour comprendre quelles étaient les ampleurs, le déploiement des jambes du cheval. Il servait une cause, ouais, c'était la performance. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, on est parti de cette donnée-là pour aller chercher des points de pivot, pour aller chercher à comprendre le bon fonctionnement de la jambe ou des jambes, parce qu'on dit bien des jambes pour un cheval, mais c'est vraiment intéressant. Puis on a compris aussi comment on pouvait placer la tête, quelles étaient aussi les allures, la beauté aussi de ce cheval qui est chronophotographié. Donc ça nous a servi sur plein d'aspects. On a commencé par une phase de prototypage, donc en se basant sur les photographies d'Edward Muybridge, on a essayé d'isoler nos différents points de pivot. On savait où était articulée une patte, une jambe. Pardon. On a repris le squelette du cheval aussi, car il n'y a pas mieux fait que le corps du cheval, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on articulait chaque jambe. On a fait un premier prototype donc, qui est exposé à côté. À votre gauche, le petit, qui fonctionne sur un fonctionnement de mouvement pantographié. Un mouvement pantographié, pour donner un exemple, le plus connu, c'est peut-être ce qu'on trouve au-dessus d'un train pour aller chercher la ligne électrique. C'est un mouvement avec 3 pivots qui nous permet en fait de faire un balancier un peu plus complexe. L'intérêt, c'est que c'est un fonctionnement assez simple. On a réussi à avoir un mouvement fonctionnel, donc à base de manivelle. On retrouve une came d'ailleurs qui actionne l'arbre. Par contre, ça ne nous convenait pas en termes de mouvement, dans le sens où on avait quelque chose d'assez binaire. On avait une position haute, une position basse, et ça faisait très mécanique et peut-être moins fluide. De là, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait étoffer ce mouvement-là, et c'est de là qu'on a pensé à intégrer les chaînes. Les chaînes nous permettent d'avoir toujours le mouvement pantographié, on a repris la même base, et en fait, ça nous permet d'avoir un mouvement plus fluide entre les différents points. Je vais faire juste un petit parallèle aussi, parce qu'on parle de mécanique, mais on parle aussi d'esthétique. Et c'est intéressant parce qu'il fallait trouver la bonne posture, il fallait trouver le bon cheval. Il fallait évidemment trouver celui qui était à même de pouvoir être le plus représentatif, le plus élégant, etc. Donc on a travaillé aussi avec des éthologues, des gens qui nous ont aidés à comprendre comment le cheval se positionnait, quelles étaient justement ses longueurs d'ampleur, etc. Quelle était la bonne position d'oreille, quelle était la bonne position de corps, quel était aussi le bon dessin des muscles, etc. Donc on s'est vraiment posé toutes les questions. Donc on est passé par le cadre noir, du cadre noir on est passé par évidemment la faculté d'éthologie de Rennes. On a rencontré des gens qui étaient des éleveurs de percherons. On a rencontré énormément de monde. On s'est vraiment intéressé à l'objet sculptural ou à l'animal cheval. Je reviens sur le cahier des charges, mais c'est vrai qu'un des points fondamentaux, c'était de pouvoir mettre une cavalière sur notre sculpture. De là, on avait, on va dire, une échelle majorée maximum. L'idée, c'était que c'était visible à 40 mètres, donc très vite, on aurait pu penser, bon, on met un cheval échelle 2, mais la cavalière, bien sûr, on n'aurait pas pu la mettre. Là, on peut voir sur les photos du coup qu'on a essayé d'habiller, on va dire, cette mécanique, de comprendre où est-ce qu'on pouvait se permettre de faire de la dynandrie, donc l'art de mettre en forme du métal, et là où on ne peut pas. Au niveau des points de pivot, forcément, vu qu'on a une matière qui est fixe, on a des points de collision. On a aussi fait de la sculpture, donc là c'était sur argile, si je ne dis pas de bêtises. Pour comprendre exactement où sont les traits du cheval et concrètement pour pouvoir dessiner dessus et savoir qu'est-ce qu'on allait garder, qu'est-ce qu'on n'allait pas garder. Parce qu'on savait qu'il fallait marier évidemment l'esthétique et la technique et la mécanique. Et on savait que les deux rentraient un petit peu en collision. On avait la volonté de vouloir faire un objet complexe, mais en même temps simple dans son utilisation. Une pièce qui marche longtemps, qu'il n'y ait pas de défaut lors du show, un membre qui casse, une chaîne qui casse, etc. Donc on a essayé de faire en sorte que tous les sous-éléments
soit extrêmement bien fait, ciselé, dans des réflexes, entre guillemets, mécaniques qui étaient très très bons, avec des jeux très fins, etc. Et donc, du coup, ça nous a obligés, entre guillemets, à découvrir ce cheval. On a évidemment des éléments de tête, des éléments de corps, mais c'est vrai qu'on n'a pas tout couvert pour essayer de libérer au maximum les contraintes entre, évidemment, le corps musculaire du cheval et sa mécanique. Après les différents prototypes qu'on a réalisés, on a validé un fonctionnement global, une esthétique. Bien sûr, là je le dis assez rapidement, mais ça a pris quelques mois forcément. Et on est parti du coup sur de l'usinage d'aluminium en fraisage avec deux formes. Et après, on vient les relier avec des entretoises. C'est ce que vous pouvez voir sur chaque membre. On reprend un peu cette philosophie-là. De cette manière-là, ça nous permet d'insérer notre mécanique entre ces éléments-là. Donc les éléments pour la chaîne, nos bielles, enfin tous nos éléments de transmission mécanique. Toutes les pièces en aluminium, on est venu les anodiser. Donc c'est pas uniquement pour un caractère esthétique, c'est ce qui donne cette couleur champagne verdâtre, c'est aussi pour le protéger. Toujours dans une démarche de durabilité pour chaque objet qu'on fait, l'anodisation, c'est ce qui est utilisé dans le milieu du nautisme en termes de milieu, donc ça résiste très bien dans le temps. Que dire là-dessus ? On est venu aussi sur les éléments fraisés, resculpter la matière. On voulait avoir quelque chose qui se rapproche de l'os, de quelque chose d'organique sur les différents membres que vous pouvez voir sur le dessus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le choix de l'aluminium ne s'est pas fait pour rien. En fait, on devait être léger. Évidemment, Zeus, on le voit ici, c'est un bel automate, mais sous cet automate-là, vous avez un trimaran. Ce trimaran fait 14,4 mètres de long, 5 mètres, 7 cm de large. C'est un trimaran sur foil, c'est un trimaran qui est full carbone, dynamisé par un moteur de 104 chevaux électrique. On a une vraie complexité en dessous. On savait qu'il fallait qu'on fasse disparaître ce bateau, parce que l'idée, c'était de pas d'avoir une barge et de poser un bateau dessus. La volonté, c'était d'effacer ce travail, justement, et de le faire vraiment passer sous l'eau, et de créer l'illusion, de faire vraiment créer cette image d'un cheval au galop sur l'eau. On voulait que le sabot rentre en contact avec l'eau. On voulait ça, et pour ça, il fallait que le bateau soit sous-marin, et il fallait être léger. On avait des vraies contraintes de poids et de masse. On est à 300 kg pour être un peu précis sur le cheval. Vu l'échelle de projet qu'on avait, tout au début, on avait annoncé qu'on serait autour des 600 à 1 tonne. On a vraiment réussi à optimiser en fait la masse globale sur tous les aspects. À titre d'exemple, sur la motorisation, on a 2 moteurs 48 volts. On n'est pas parti sur un gros moteur 230 volts pour des raisons de masse. Tous les choix de matière ont été faits dans ce sens-là. Et ce qui m'amène à ce que vous êtes en train de voir, c'est tout le corps du cheval a été fait en aluminium, en feuille d'aluminium, qui a été martelé, donc un travail de dinanderie. Et après, en soudure aluminium, on est venu reconstituer ce corps-là. Comment est-ce qu'on a fait pour faire cette forme-là ? On s'est basé sur les prototypes que je vous ai montrés avant, où en fait on est venu utiliser ce corps-là pour faire une contreforme. Et donc on a mis en forme le corps sur les anciens prototypes. En termes de matière, donc on a de l'aluminium sous plusieurs formes, usiné comme les membres que je vous ai montrés avant, le corps avec un travail d'artisanat de dinanderie dessus, et on a des parties plus techniques qui sont faites en impression 3D métal, donc que ce soit pour la tête ou les sabots. Donc c'est littéralement de la poudre qui est mise sous forme solide dans des machines numériques et qui permet d'avoir vraiment des tracés très léchés et réels qui rappellent vraiment la forme du cheval. C'était toujours un jeu d'avoir des pièces qui nous situent par rapport à l'objet. Ok, on comprend que c'est un cheval, et du coup on pouvait se permettre d'avoir des jambes qui étaient plus abstraites.
Tu veux rajouter quelque chose? Ok. Pour le corps, il est entièrement revêtu de feuilles d'argent, ce qui permet d'avoir un reflet de lumière qui n'est semblable à aucune autre matière, qui permet comment dire, de briller sans éblouir. Toujours dans le contexte de la cérémonie d'ouverture des JO, on avait donc des spots sur le cheval et sur les flotteurs latéraux du trimaran. Il fallait qu'on arrive à illuminer le cheval sans éblouir à la caméra. La petite blague, et on n'en a pas parlé, c'est que c'est vraiment la cavalière qui pilote le bateau. Donc elle a la puissance, elle gère la puissance, et via des commandes, elle arrive à gérer le bâbord et le tribord du bateau, quoi. Elle est vraiment dans une position vraiment 100% pilotante, quoi. Elle fait tout, elle gère son stress, elle gère la puissance, elle gère la vitesse, elle sait qu'elle a un timing de tant de minutes entre tel pont et tel pont, on en parlait tout à l'heure, et elle doit vraiment tenir son engagement et faire en sorte que le déroulé soit complètement parfait, quoi. Donc c'est un enjeu, c'est aussi un enjeu puissant de trouver aussi la bonne personne ou les bonnes personnes pour aller piloter ce genre de navire pour un moment si fort, si intense. Donc on est allé chercher des gens qui travaillaient dans le monde de la course. On a trouvé évidemment des skippeuses de bateaux de course. On est allé chercher du côté des IMOCA. On est allé chercher auprès aussi de la course au large des gens qui étaient potentiellement capables de piloter ce bateau. Et en fait, on avait une petite contrainte qui était une contrainte préfectorale, c'est qu'il fallait qu'on trouve aussi un skipper ou une skippeuse qui soit à même d'avoir le permis fluvial. Et ça, c'est une vraie galère. Donc en fait, le choix de la pilote s'est fait, par le fait de posséder le permis fluvial. J'ajouterais aussi qu'il fallait une doublure, donc il a fallu en trouver deux. Ouais. Et ça, c'était pas une mince affaire, vraiment. Très compliqué de trouver des gens qu'il faut supporter le stress, il faut supporter énormément de choses, quoi, une pression absolument terrible. Et c'est vraiment absolument pas simple du tout. Ouais. Avant de faire nos essais sur la Seine, donc à Paris, on a fait tous nos essais dans la baie de Quiberon. C'est là-bas qu'on a fait la fusion avec le cheval et le trimaran. On a ajusté donc le niveau de lestage, la manière dont la pilote se sentait sur cette embarcation, et on a calibré un peu tous ces éléments-là. Donc comme Aurélien le disait, la pilote, elle avait vraiment un écran entre les jambes qui lui donnait toutes les indications pour naviguer, mais également les informations techniques pour savoir s'il y avait un problème au sein du bateau. Je pense à la température, s'il y avait le bon niveau à tel et tel endroit, et ces différents paramètres-là, qui en plus du stress de la cérémonie, il a fallu contrôler aussi ces sujets-là. Que dire sur ces tests-là, à part... Il y a plein de choses à dire, mais je te laisse appuyer. Du coup, je t'ai coupé. Faut imaginer que pendant ces périodes-là, donc il y avait toute la délégation du comité olympique. On avait l'assistante technique qui était sur place et les différentes organisations, ce qui fait qu'on avait vraiment un cheval qui navigue avec 5-6 zodiacs qui essayent de le rattraper, avec des équipes télé et en parallèle des gens au loin qui essaient de se demander ce qui se passait, quel était cet objet et on a plutôt bien gardé le secret parce que en fait l'idée c'est que voir un cheval qui galope sur l'eau dans Quiberon, si on fait pas le lien avec les JO, c'est pas si grave dans l'idée. Le plus grave c'était qu'on arrive à douter que ça vienne apparaître le soir du 26 juillet. Non mais moi je trouve ça assez marrant, c'est qu'en fait dans l'histoire, et ça on l'a peut-être, je vais le dire aussi, on a la commande pour le cheval en février 2024. Donc on a très peu de temps pour à la fois concevoir le bateau. On a amorcé des choses déjà en amont, on a fait des études, etc. Mais la réelle commande,
qui vient vraiment de l'organisation, vient en février 2024. Donc nous, on doit dérouler février, mars, avril, mai, et on doit être opérationnel début juin avec un bateau qui est fonctionnel, avec un moteur qui est fonctionnel, un parc batterie qui est fonctionnel, un cheval qui, dans sa manière et dans son mouvement, est plein de promesses. En fait, on s'engage à fond, à 100 000 % pour ce projet-là. Et en fait, on mobilise vraiment toutes les équipes, tous les gens sont rassemblés autour du projet JO. Et on sait qu'on est en train de produire un objet complètement exceptionnel. On sait qu'on va marquer quand même un peu l'histoire. On s'en rend compte ce jour-là sur l'océan Atlantique, au large de Saint-Pierre-Quiberon. Je pense que toute l'équipe est dans une émotion profonde. On sait qu'on touche à quelque chose d'incroyable. On sait qu'on crée un appel au surréalisme. On crée un appel qui est dingue. On voit franchement ce cheval au galop. Là, on le pousse un petit peu, donc il va super vite sur l'océan Atlantique. On l'emmène jusqu'à 40 km/h. On se rend compte qu'on crée une image, mais qui nous a marqué ce jour-là, mais d'une manière incroyable et qui a ému vraiment tout le monde. Je pense qu'on a été notre première émotion, ça a été ce jour-là. On en a eu une autre, évidemment, le jour de la cérémonie, mais ce jour-là, moi, je me souviens de gens en larmes, je vois des gens émus et on se rend compte du succès, on se rend compte de la puissance de cet objet-là. Faut savoir que, comme l'a dit Aurélien, le timing était vraiment très très serré. En termes de conception, on ne fait pas trop des projets dans ce sens-là, dans l'idée où on faisait des commandes sans avoir entièrement figé la conception. On était obligé. Il me semble qu'avant que le projet soit signé, les moteurs étaient déjà commandés, parce que sinon, juste en planning pur, ça ne passait pas. On a dû déterminer un couple avant même d'avoir fini la conception, ce qui, dans l'idée, ne se fait pas. Ce qui était marrant, c'est que le couple, on l'a défini avec une clé dynamométrique. Donc on a trouvé tout pour aller vite, en fait. Toutes les petites solutions pour trouver des solutions d'atelier pour nous aider à aller vite, quoi. Ça allait trop vite. C'était trop puissant, tellement engagé, tellement engageant que on a fait, je sais pas, on a bien marié, je trouve, évidemment l'ingénierie, ce qu'on a fait derrière nos ordinateurs et ce travail d'atelier où chacun a fait un apport qui était super intéressant pour l'objet. Ça nous amène à la cérémonie, mais juste avant la cérémonie, donc nous on y était à peu près une semaine avant, et je dirais pas tous les soirs, mais quasi, on a fait des tests de nuit sur la scène, donc des tests avec les équipes télé pour savoir à quel moment on passe sous quel pont, respecter le timing des toppers, vérifier qu'on arrive à tenir notre cap, vérifier que la pilote arrive à passer sous les bonnes piles de pont, et on en parlait avant, mais homologuer en fait l'engin navigant auprès du préfet, et donc on a dû faire des tests avec des essais de manœuvre et de retournement sur la Seine. Et la petite blague, c'est qu'il a validé cette embarcation et ce cheval 2 jours avant la cérémonie. Donc franchement, j'en menais pas large, je vous le cache pas. Je pense que l'équipe aussi, on était tous dans un stress absolu. On a fait des essais sur la Seine qui étaient désastreux mais calamiteux, avec trop de personnes sur la Seine, avec des délestages de Seine, parce qu'il y avait cette volonté de vouloir enlever tous les embâcles qui étaient en Seine. Et on nous dit, un soir, on nous dit... Ah, les gars, allez-y, la Seine, elle est pour vous. Et en fait, on se rend compte qu'elle n'est pas du tout pour nous. On se rend compte qu'il y a des déploiements de l'armée. On se rend compte justement de ces embâcles. On arrive sous un pont. Et d'ailleurs, le nom m'échappe. Et en fait, on arrive sous le pont et on se prend vraiment des tourbillons. Le bateau plonge et on se rend compte qu'on va le casser. Et tout ça sous les yeux, évidemment, bienveillants du préfet. Donc on se dit, mais là, c'est le pire moment de notre existence, quoi. On a mis une énergie, on a décuplé une énergie monumentale pour faire un objet complètement hybride, complètement dingue, et le jour de la validation, c'était catastrophique, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que le préfet d'Île-de-France, monsieur Marc Guillaume, a vraiment libéré la chose, et en fait, il nous a fait confiance. Il a vu que l'équipe était sérieuse, il a vu que l'engagement de chacun était total, et en fait, il a fait confiance à l'humain et à notre capacité créative et conceptuelle, plutôt qu'à l'objet lui-même. Et il nous a fait cette confession il y a très peu de temps. Donc c'est marrant. Donc on a eu cette chance-là d'avoir ce tampon et cette validation et de pouvoir vraiment montrer notre travail
à 22h09 le 26 juillet 2024. Faut imaginer que ces essais de nuit, c'était des moments extrêmement stressants parce qu'il y avait un monde énorme sur la scène. On avait donc l'armée, on avait des personnes sous l'eau parce qu'il y avait encore des plongeurs qui essayaient d'accrocher les barques. On avait donc le préfet, on avait les équipes télé qui faisaient encore des tests. Ce qui fait qu'il y avait un remue-ménage de plein de choses et plein de choses qui devaient rester secrets. Donc faut imaginer qu'on faisait des essais avec le cheval qui était bâché. Il y avait des embarcations, je pense au piano, il y a eu Juliette Armanet qui se baladait à côté. On ne comprenait pas ce qui se passait, c'était vraiment particulier. Et ça m'amène du coup à la cérémonie où le matin du coup on est allé se positionner donc tout en haut de la scène. On a attendu que toutes les délégations passent. On a eu le top, on va dire, pour se mettre en position. Et puis après, c'est un moment, on va dire, hors du temps. On nous donne le go pour partir. Et puis là, ça y est, ça se réalise. On a un an qu'on voit défiler. Et au final, c'était presque le plus simple après tout ce qu'on a passé avant. Donc, heureusement que ça s'est passé comme ça. Mais nous, on était prêts à intervenir au cas où. Mais tout ça fonctionne évidemment avec une superbe équipe, avec un super bel état d'esprit, hein, je tiens à le souligner. C'est vrai qu'en fait, on travaille dans la joie, dans la technique, on essaye de développer des choses complexes, certes, mais toujours avec le sourire, on essaye d'amener les choses la manière la plus délicate et la plus belle possible, mais vraiment dans le respect des gens et des personnes qui composent cette équipe-là. Donc c'est très important, on ne porte pas des projets comme ça sans conviction, sans envie, sans envie d'aller porter les matériaux, sans envie d'aller porter la technique, sans envie de créer l'exceptionnel, quoi. Tout le monde était très mobilisé autour de ce sujet-là. Suite à cette cérémonie, l'engouement a pris, on va dire, autour de cet objet et en est découlé une série d'expositions. Sanofi, donc on en a parlé avant, est devenu propriétaire de cette œuvre-là en étant le mécène d'une tournée plus large. On a commencé donc pendant les Jeux paralympiques où il a été exposé au sein de la cour de l'Hôtel de Ville où, bon, c'est un autre sujet, mais un socle a dû être créé en moins d'une semaine pour pouvoir l'exposer. Et ensuite, il y a eu une série de dates. Alors, on est allé au château de Versailles. Je vais essayer de les faire dans l'ordre. On est allé à Montpellier, Lyon. On a fait un détour à Milan pour la Design Week. On est revenu à Marseille. Donc, on a l'image ici au Mucem. On est ensuite allé à Bordeaux, Rouen. On est ensuite allé à Paris à l'hippodrome de Longchamp. On est allé en Alsace à Strasbourg. On a fait le Mont Saint-Michel où il y a eu un héliportage. On pourra en reparler, mais scène incroyable. On a fait une date à Nantes où pour la seule date de toute la tournée, on a remis le bateau, c'est-à-dire donc le trimaran. C'est la première fois qu'on le retrouvait, presque un an après. Donc, on a fini avec... J'hésite s'il y avait une date entre le MUAM, mais non. Et maintenant, on est au MUAM, donc la date qui a la plus grande longueur, on va dire. Avant, on était sur des échanges d'une semaine, donc là, on est aussi content qu'il se pose à un endroit et que les gens puissent prendre le temps, en fait, de venir le voir. Et c'est vrai que cette histoire, elle n'aurait pas fonctionné sans cette cérémonie, sans le succès qu'a eu Zeus. Je pense qu'il a saisi un peu tout le monde. Et il nous a saisi un peu nous-mêmes aussi, donc on a été très surpris de l'engouement qu'il y a eu autour de cet objet-là. C'est un engouement colossal, je pense que nos téléphones n'ont pas arrêté de sonner le 26 juillet et le lendemain et le surlendemain, etc. Il y a eu un engouement total, il est devenu un objet vraiment iconique, il est un objet marquant de cette cérémonie-là. Et on le disait tout à l'heure, c'est parce que aussi on l'a voulu, c'est aussi parce qu'on l'a accompagné de cette manière-là, on a voulu créer de l'exceptionnel et un objet vraiment à part entière. Et on est franchement heureux que tous, on est très heureux d'avoir cet objet qui aujourd'hui connaît ce succès qui est si grand, si fort, si incroyable. On a 130 000 personnes au Mucem qui sont venues voir ce cheval pendant quelques jours.
Le MUSEM était complètement désorganisé tellement qu'il y avait de monde, c'était juste incroyable. À Nantes, on a eu des journées à plus de 35 000 personnes, c'est des queues qui n'en finissaient plus, pardon. Et tout le monde était très admiratif évidemment de cette mécanique, de ces détails, de cette idée aussi dont on parlait tout à l'heure, de l'excellence, de se dire aussi qu'on est quand on prend du temps, quand on a envie de faire des choses aussi belles et précieuses et précises, on peut le faire et avec un esprit aussi bien fait, certes, mais je pense que tout le monde était très fier du symbole qu'on a pu dessiner, concevoir et fabriquer. Ici, on peut voir donc des images à Nantes où on a voulu remettre le bateau, enfin le rendre visible. Petit aparté là-dessus, on a fait tailler un socle en pierre pour soutenir le bateau. On voulait vraiment lui donner, on va dire, de la valeur et de la visibilité. Je voulais faire aussi une aparté avec le MUAM. Nous, on est très heureux d'être ici, d'être exposé ici. Comme Karine le disait, avec toutes les automates qu'on trouve ici, c'est très riche de pouvoir se retrouver dans cet endroit-là et en fait de réussir à faire des ponts entre la mécanique qu'on a réussi à faire à travers le cheval et toute la connaissance qu'on peut trouver ici. Ouais, et c'est vrai que le lieu est dingue et je pense que c'est assez marrant parce que quand on en discute avec toutes les personnes qui composent notre équipe, tout le monde vient là et en fait on l'a appris et par des jeux de discussion, on sait que tout le monde vient ici en fait s'inspirer des objets, des automates et que ce soit le dinandier, que ce soit les mécaniciens passent par ici pendant leurs vacances avec leurs enfants ou seuls et ça depuis longtemps. Donc idéalement il y a une belle partie du MUAM dans cet objet-là, il y a une belle partie de cette histoire de l'automate et je crois qu'on assure, j'espère, via cet objet-là, la continuité de ce monde-là. En tout cas, merci à vous, merci à tous. C'était vraiment un plaisir. Et ça sera un plaisir parce que évidemment, Zeus va rester ici quelques semaines et quelques mois, donc j'espère qu'on va pouvoir revenir présenter notre travail. Alors, si vous avez des questions, voilà, pardon, ah oui, il est prévu, je ne sais pas si ça marche, je n'ai pas l'impression. Oui, on m'entend pas encore. Donc, quelques questions. L'échange va être un peu raccourci parce qu'il y avait tellement de choses à dire que voilà, on ne veut pas non plus trop prendre sur l'horaire de chacun. Mais voilà, on a le temps de prendre une ou deux questions, 3 si elles sont vraiment très courtes. Je vais répondre, ça c'est sympa. Attends, il faut. Je l'ai entendu. Ah, pardon. Pourquoi Zeus ? Alors, Zeus, c'est assez marrant parce que c'est un nom qui est resté, mais à la base, c'était un nom de code. Donc, en fait, si vous ne voyez pas le lien, c'est qu'on a bien choisi notre nom de code. L'idée, c'était vraiment à l'époque, donc on avait la flamme et le cheval, où ça devait vraiment rester confidentiel. Confidentiel quand on parle à nos prestataires, quand on envoie des plans, etc. Et s'il y a marqué flamme JO ou cheval JO, c'était pas bon. Du coup, on a décidé d'appeler la flamme Ariane et le cheval Zeus. Et par la suite, en fait, c'est resté et maintenant, il continue de porter son nom. Donc voilà. Ariane, c'était plus facile parce qu'on a un cordon ombilical qui est sous la nacelle, donc évidemment, c'était plus évocateur que Zeus. Mais c'est vrai que Zeus, ça a bien marché. Hein. Bonsoir, je voulais savoir comment vous avez travaillé avec Jeanne Friot qui a créé la tenue de la cavalière, parce que c'est très harmonieux l'ensemble. Donc je voulais savoir comment vous avez travaillé ensemble. Je vais répondre parce que je maîtrise un peu le sujet aussi. En fait, il faut imaginer qu'on est dans une voiture à 300 km/h hein, pendant 4-5 mois, donc tout va très très vite. Les échanges vont aussi vite que cette voiture. Et en fait, il faut prendre des décisions très rapidement. On a évidemment eu l'envie de vouloir rendre cet objet argenté. Mais le vrai truc, c'est qu'avec Jeanne Friot, on n'en avait jamais discuté de ça. Et en fait, on a eu de la chance, parce que quand Jeanne arrive avec son costume argenté, elle ne sait pas que nous, on a fait un cheval argenté. Et on le sait le jour où elle amène le costume. Donc il y a des mariages heureux, il y a des échanges heureux. On a eu très très peu de temps, tout s'est fait dans la précipitation. Donc on a échangé, mais vraiment, c'était des SMS, un SMS par-ci, une rencontre par-là, mais les choses se sont faites tellement vite que...
Et que le hasard était heureux. Pendant nos différents tests, notamment à Quiberon et sur la scène, on a dû adapter quelques sujets, notamment la cape, pour pas qu'elle se coince dans la queue. C'est les éléments de friction, et sinon c'est un mariage heureux, comme tu le disais, sur la partie esthétique. Et je pense que les cahiers des charges aussi étaient connexes, et donc on est allé vers cette direction-là. Je vais essayer d'aller vite. Bonsoir. Je me posais une question. Est-ce que vous aviez fait des essais sous la pluie? Non, c'est vrai que le Zeus a vu la pluie pour la première fois lors de la cérémonie. Après, évidemment, ça a rajouté une couche de stress, mais sur le papier, tout était fait pour tenir à l'humidité et à la pluie. Toute la partie électrique était dans une boîte au chaud jointée, et tous nos éléments mécaniques tenaient à l'eau salée. Donc l'eau de pluie, normalement, on était bon. Et puis on avait cette chance d'avoir évidemment de la feuille d'argent. La feuille d'argent a super bien fonctionné avec l'eau, et je pense que ça a été un facteur améliorant. Et je pense que si l'image existe encore de Zeus dans les esprits des gens, je pense que c'est lié aussi à cette pluie. Donc merci la pluie. Pourquoi ils ont choisi à cheval? Pourquoi ils ont choisi à cheval? En fait, il y a une petite histoire autour évidemment de la mythologie et de la déesse Sequana, qui est une déesse du fleuve. Il y a cette histoire aussi autour de Jeanne d'Arc. Il y a cette idée d'avoir ce symbole fort. Donc c'était nécessairement une femme. Il y avait cette envie de représenter, de voir une figure féminine sur cette scène. Et il y avait ce lien aussi, si tu vois, avec le vrai cheval qui était après, qui a emmené la flamme de la tour Eiffel à la Concorde. Donc en fait, c'est aussi par le lien à ce cheval-là que nous avons fait un cheval mécanique. Et c'est en partie, c'est surtout la décision de Thomas Joly, donc, qui est le directeur artistique de toute la cérémonie. Et nous, on devait s'inscrire dans ce tableau-là, donc faire le lien avec le cheval de la garde républicaine et le lien mythologique avec Sequana. Une dernière question. Est-ce que nous aurons à nouveau le plaisir de le voir galoper? Est-ce que c'est prévu de le remettre en mouvement? Là, on peut le voir actuellement au sein du musée, donc jusqu'en... sur l'eau. Ça. Nous y travaillons, mais ça sera une belle surprise, on vous dira. Mais évidemment, ça donne tellement envie. En fait, on a ce bateau, on le voit tous les jours, parce qu'on l'a gardé. Il est chez nous, il est à l'atelier, il est suspendu au-dessus des machines. Donc évidemment, on a toujours très très envie de le voir sur l'eau. Et évidemment, il y a un tel engouement autour de cet objet-là que nécessairement, vous le verrez un jour, j'espère dans peu de temps, sur l'eau. Merci encore. Merci à vous, merci beaucoup.